vient maintenant le chapitre 4. Donc se libérer au travail en mode d'emploi, où lui, grosso modo, il dresse un peu des constats de ce qui va pas dans nos organisations pour mener des luttes au travail, et de ce que lui il a envie d'apporter en disant voilà, ça c'est des idées que j'ai, faut faire ça. Et son premier sujet, c'est là où ça va pas forcément mettre en jeu à tous les syndicalistes du coin, c'est de dire c'est ce qu'il appelle l'impasse du syndicaliste des co-gestionnaires impuissants. Il y a déjà ce premier constat qui est de dire que d'une part, le syndicalisme a beaucoup reculé déjà en France, c'est-à-dire que on est passé d'environ 30% de syndiqués dans les années 50. Maintenant, on est autour de 8 dans le privé, 18 dans le public. Et l'explication en général de ça, l'explication que donnent les syndiqués, les organisations syndicales, c'est souvent de dire une explosion, une atomisation des collectifs de travail, on n'a plus des grandes usines, maintenant les gens ils travaillent chacun dans leur coin, il n'y a plus ce sens de collectif, etc. Et lui à ça il répond mais en fait pas vraiment, dans le sens où la majeure partie des employés restent des gens qui travaillent dans des grandes structures. Que ce soit, alors on bosse peut-être plus dans des usines, mais il y a des énormes parcs d'activités où les gens bossent pour les mêmes entreprises, et il y a vraiment toujours ce truc collectif qui existe, quoi. C'est pas, il n'y a pas de raison à ça en fait. Et lui, ce qu'il met en avant, en fait, c'est que, en tout cas, sa vision, et moi je dirais, j'appartiens un peu, c'est que le problème, en fait, des syndicats, c'est que, au fur et à mesure qu'ils se sont institutionnalisés, et parce qu'à la base, c'était un truc très révolutionnaire, c'était pas vraiment autorisé, quoi. Donc les gens se syndiquaient, les gens faisaient des trucs en loose day, et quand c'était la grève, c'était vraiment intense. Mais au fur et à mesure que ça s'est mis en place, les syndicats, c'est devenu des partenaires sociaux. C'est là qu'ils parlent de co-gestionnaires impuissants. Ils sont dans un truc où ils se disent on va discuter, on va essayer de trouver des compromis. Alors que avant, le rapport, il était on va bloquer l'usine et vous allez faire ce qu'on veut. Et le patronat ensuite venait chercher des compromis. Mais là, on parle d'un rapport qui est pas le même. C'est le patronat a déjà tout ce qu'il veut, et ensuite on va chercher un compromis à part de ce qu'on voudrait, etc. Mais on est déjà sur une dynamique de négociation qui est perdante, quoi. Les syndicats, au lieu d'être dans un rapport de force, ils sont dans un rapport de discussion tout le temps. L'idée, c'est qu'on, petit à petit, on a rogné sur qu'est-ce que les syndicats peuvent faire, comment ils peuvent défendre les droits des travailleurs et des travailleuses, et donc petit à petit on leur a donné une place qui est légitime, mais en contrepartie on leur a donné une place qui est assignée aussi, et donc on les a rendus un petit peu plus inoffensifs, quoi. Il y a aussi une défiance qui est apparue du coup suite à ça, mais pas seulement, chez les employés. C'est que une étude du CEVIPOF, donc le Centre d'études de la vie politique française, qui dit que les Français en général ont ils indiquent une confiance de 40% dans les syndicats. Donc c'est-à-dire que plus d'un Français sur deux n'a pas confiance dans les syndicats, parce que ils y voient des gens qui sont pour eux, ils vont manger des petits fours avec le patron une fois par mois, et ils nous disent qu'ils sont là pour défendre nos intérêts, mais franchement on le voit pas. Et donc il y a un peu un truc de l'ordre de, concrètement, les travailleurs et les travailleuses voient moins l'impact des syndicats, et à juste raison, dans le sens où petit à petit, les CHSCT qui ont été supprimés, la mise en place d'un CSE qui fait que du coup, il prend un peu des rôles de syndicat, mais pas vraiment du tout, parce que tout est consultatif. Les employés au CSE, ils peuvent donner leur avis, mais ça change pas grand-chose. Et donc tout est un peu petit à petit, on gratte, et on enlève des manières de lutter au syndicat, quoi. Par rapport à la vision des gens qui ont le syndicat et comment ça évolue, il nous dit: une syndicaliste est quelqu'un qui passe beaucoup de temps en réunion. Or, ce sont des réunions où les syndicats ont de moins en moins la possibilité de contraindre les représentants du patronat qui leur font face. Que cela soit en raison de l'évolution du droit que de leur représentativité dans la population.
Et cette faible représentativité est nourrie en retour par cette forte monopolisation du temps syndical par les instances de cogestion puissantes, avec une classe dominante, représentée par l'État et les représentants du patronat. Car c'est ainsi qu'il faut appeler les choses de nos jours. Les syndicats ils partent là au pouvoir parce qu'ils représentent moins de gens. Il y a un cercle vicieux qui se met en place où l'image du syndicalisme prend un coup et donc les gens se syndiquent moins et donc le syndicalisme est moins puissant, donc il a moins de victoires, donc son image en prend un coup, etc. etc. Les syndicalistes passent pour des bureaucrates hors sol, très peu présents à la base du monde du travail, qui s'expriment dans un jargon incompréhensible. Et il y a des entreprises où c'est une réalité. Certaines syndicalistes y sont des permanents, dont le temps est uniquement consacré à leurs multiples mandats et qui n'occupent plus leur poste de travail initial depuis plus de 10 ans. Partout où j'ai pu me rendre, la défiance envers les syndicats était forte, perçus comme intéressés par leur propre carrière, proches du patronat, et elles n'étaient plus identifiées comme des recours en cas de difficulté. Plus préoccupant, j'ai pu constater que cette mue du rôle des syndicalistes vers des co-gestionnaires impuissants attirait désormais un certain type de profil de salariés, bon élève de l'entreprise, désirant s'impliquer dans les rouages de sa gestion sans en contester le fond ou les modalités concrètes. J'ai rencontré beaucoup de syndicalistes, hommes devenus cadres sub du syndicalisme, très sûrs d'eux, aimant énumérer leurs multiples mandats, très flattés d'être un interlocuteur privilégié du DRH ou du PDG pour des résultats souvent inexistants, tout en combattant les syndicalistes de rapport de force, tels et ceux qui contestent les modalités de gestion de l'entreprise par les directions, et qui croient dans les vertus du conflit pour parvenir à défendre leurs collègues. Les entreprises valorisent les syndicalistes co-gestionnaires impuissants et leur accordent même parfois des menus privilèges, entre parenthèses bureaux dédiés, heures de délégation, invitations, etc. Au sein même des confédérations syndicales, c'est-à-dire la structure nationale des syndicats, on retrouve les mêmes réflexes carriéristes que dans les partis politiques. Il s'agit de monter de son entreprise vers la fédération de branche, vers le secrétariat général, etc. On va favoriser cette espèce de syndicalisme au sein de la boîte où les gens sont juste là pour faire mousser, pour avoir une petite tape sur la tête en leur disant ouais t'es super important. Ce qu'ils disent c'est qu'il y a ce côté bureaucratisé et professionnalisation du syndicalisme qui est un véritable problème parce que les gens qui vont s'investir là-dedans cherchent plus de la posture que réellement des victoires. Ce qui est décrit dans l'extrait, c'est que l'entreprise va un peu trier entre les bons et les mauvais syndicalistes et donc mettre en avant les syndicalistes qui vont justement pas remettre en cause l'ordre établi de la boîte et qui vont du coup pouvoir pousser un syndicalisme un peu impuissant. Et donc là-dessus, il développe. Donc pour dire ce qu'il entend par bureaucratisation, on parle de bureaucratisation quand une organisation privilégie les moyens plutôt que la fin. Elle lutte d'abord pour sa propre survie, voire prospérité, et celle de ses membres, plutôt que pour réussir à atteindre la cause qu'elle porte. Parfois les deux sont compatibles, mais parfois pas du tout. C'est particulièrement vrai quand on regarde le parcours des anciens et anciennes dirigeantes de syndicats nationaux, dont la ligne était conciliante avec le patronat et le gouvernement. Nicole Notat, secrétaire générale de la CFDT, connue pour avoir soutenu le gouvernement lors des grandes grèves de 1995 contre la tentative de réduction de la sécurité sociale, est depuis devenue une notable éminente, proche du patronat, un temps dirigeante du siècle, club de la grande bourgeoisie parisienne, et ce après une carrière fulgurante jusqu'à la tête du syndicat. Françoise Chérec, secrétaire général de la CFDT, connu pour avoir validé la réforme des retraites de 2010, a été nommé président d'une agence gouvernementale peu après la fin de son mandat. Et il est devenu le président du principal think tank de la gauche bourgeoise, Terra Nova. Même Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT, a participé à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, assurant à la presse, sans rire, que ce serait un événement social. Sa ligne passée ne laissait présager une telle évolution. Bref, s'il existe encore dans ce pays des syndicalistes de rapports de force, grâce à qui de grandes victoires sont encore possibles pour de meilleures conditions de travail, on ne peut plus parler d'un syndicalisme majoritairement offensif et surtout accessible. Conseiller aux gens qui souffrent au travail de syndiquer, c'est potentiellement les confronter à un univers bureaucratique et carriériste où les relations individuelles peuvent être hiérarchiques et brutales, puisque du pouvoir est en jeu. Il existe des entreprises où cela reste une bonne solution, mais d'autres où ce n'est ni possible ni souhaitable. Les syndicats, ça dépend vraiment où vous êtes, quoi. Des fois vous êtes face à des gens qui sont syndiqués et qui ont vraiment cette idée de on va se battre pour gagner des droits, on va se battre pour améliorer nos conditions de travail. Il y a aussi de plus en plus et à beaucoup d'endroits des syndicats qui sont là juste pour avoir des places, paraître bien,
gagner des micro-avantages personnellement, mais pas se soucier du reste du personnel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Pas que le syndicat, mais pour améliorer la possibilité de lutter au travail. Et donc, il parle d'un truc il dit s'organiser au travail de façon efficace. Lui, il s'inspire des Gilets jaunes, mais je trouve qu'il y a aussi une inspiration de l'ordre de MeToo, et ça fait aussi penser à ce qui s'est passé à Betterham. L'idée, c'est que pour recréer de la discussion, et en fait quand la discussion se crée, le politique revient tout seul en fait. Dans le sens où c'est déjà ce qu'il décrit dans son introduction, c'est qu'en fait beaucoup de gens qui vivent des trucs de merde au travail sont persuadés d'être les seuls et se retrouvent à discuter avec le collègue, la collègue, et se disent ah putain mais merde, on vit exactement la même chose. Et une personne qui vit ça dans une autre boîte, dans un autre contexte, et très vite en fait de rediscuter ça permet de mettre en lumière systémique quoi. C'est pas la question, c'est pas genre ah mon chef il est trop vilain, c'est que non, il y a un truc systémique, il y a un truc à remettre en cause, et c'est là où l'enjeu politique se remet au centre. Et pour ça il dit faut donc il y a un premier truc, c'est retrouver une confiance de classe. Il faut construire des rapports de force. Et pour ça, il faut déjà lutter contre certains trucs qui est de l'ordre de défaitisme à gauche. Si vous avez déjà parlé à des syndicalistes, assez souvent c'est genre ouais mais on pourrait faire une grève, mais en fait personne va suivre, ça va pas marcher, on va pas gagner, donc si on fait ça, on va perdre en crédibilité, donc on fait pas quoi. Et en fait quand tu regroupes tous les gens qui veulent bien mais les autres ils iront pas, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui veulent bien. C'est juste à créer le mouvement quoi. Le truc c'est qu'il y a une confiance qui est un sujet social en fait, qui est pas juste de l'ordre de c'est pas la question du développement personnel de genre croyez en vos rêves, levez-vous tôt, mettez votre tête dans un bol de glaçons et allez courir. En fait on peut se donner de la confiance les uns les autres en se motivant les uns les autres quoi. Si vous avez déjà fait un peu un sport, souvent dans les sports d'équipe ça marche pas mal. Moi j'ai joué au volley pendant un moment et je suis pas excellent au volley, et en fait il y a un moment où au volley des fois tout va bien, et quand tout va bien, mais des fois ça commence à aller mal et on rentre dans une espèce de spirale où on n'a plus confiance en soi, on se dit ah putain je vais encore me foirer, c'est encore moi qui vais rater la balle à la récep, et donc il y a la confiance qu'on a nous-mêmes en nous qui fait que nos résultats ils deviennent un peu moins bons parce qu'on commence à douter, à être dans notre tête, etc. Et il y a aussi la confiance de l'équipe parce que des fois on sent qu'on a un boulet et on sent qu'il y a un truc qui se passe pas bien et tout, et d'un coup il y a cette confiance du collectif qui disparaît petit à petit et qui fait que on devient de plus en plus nul sur un match, sur un entraînement ou quoi, et que ça va pas du tout. Et à l'inverse, quand on a vraiment ce truc il y a vraiment ces matchs, ces moments où tout va bien quoi, où on fait un beau bloc, une belle attaque, une belle réception, quelque chose, et tout le monde est en mode ouais c'est super, ça marche bien, etc. Et on crée une dynamique quoi, on crée un truc où de nouveau tout le monde y croit, de nouveau tout le monde est super bon dans ce qu'il ou elle fait dans son poste quoi. Et l'idée c'est que c'est un peu pareil dans le syndicalisme, mais dans tout en fait. Il faut se remettre dans une dynamique qui est pas pessimiste quoi. Il faut arrêter ce truc de mais ça marchera pas, oh là là, on n'a pas le bouton pour la grève, et donc créer du social et créer un cercle vertueux quoi, parce que le cercle vicieux il se met en place tout seul, mais le cercle vertueux si on le met en place il marche aussi quoi. De ça il parle de l'importance de la joie dans la lutte. Moi le moment où j'étais vraiment le plus motivé à aller en manif, faire des grèves, c'était au moment des casserolades. Et au moment des casserolades, moi j'ai souvenir que ça me faisait marrer quoi. Bon, on va pourrir je sais pas quel mec qui se prend au sérieux de je sais pas quel ministère et aller taper sur une casserole à côté de lui qui essaye d'avoir l'air sérieux. Et il y a un truc vraiment vraiment joyeux, et il y avait à ce moment-là il y avait vraiment une dynamique. Dans beaucoup d'occasions il n'y avait pas besoin d'être violent, d'être une tête brûlée, d'être un toto ou quoi que ce soit quoi. Et c'était accessible à tout le monde, il y avait vraiment un truc très très vivant, très collectif et très fort quoi, je trouve. Où on sentait qu'ils étaient dans une espèce de truc de honte, ils pouvaient plus sortir, ils pouvaient plus se présenter en public,
Et puis ça a fini par passer. Et maintenant, on est revenu à un truc un peu pessimiste, un peu nul, où je suis plus dans un truc passif où je regarde ce qui se passe sur des plateaux télé et je déprime un peu en mode on gagne pas trop. Et donc il y a un truc là-dessus sur le pessimisme où il dit, pour lui, le pessimisme, il dit c'est l'allié de la bureaucratie. Et puis le deuxième truc, c'est se rendre attractif. Il parle de son expérience au sein du syndicalisme et pourquoi c'est démotivant, désengageant. J'ai vécu cette scène un nombre incalculable de reprises. Il y a des années de ça, j'ai décidé une partie de mes collègues à se syndiquer à la section CGT de l'institution publique dans laquelle je travaillais alors. Content et contente de notre décision, nous nous sommes rendus la fleur au fusil à notre toute première réunion de section. Notre enthousiasme en a vite pris un coup. Tout d'abord, notre arrivée a été perçue avec une relative défiance. Les syndicats étant parfois traversés par des rivalités et des guerres de clans, l'arrivée massive de nouveaux et nouvelles camarades peut stresser les notables. Après cet accueil pas particulièrement chaleureux, la réunion a commencé avec un nombre très conséquent de points à l'ordre du jour. La plupart des points abordés concernaient les différentes concertations prévues avec la direction de l'institution lors de réunions dites paritaires et lors de divers comités techniques. C'est alors que les syndicalistes se sont lancés dans ce qui semblait être leur activité favorite, égrener le plus d'acronymes possible. CT, CHSCT, POV, PAT, etc. Et échanger quelques ragots au sujet des membres de la direction, avec laquelle Yells entretenait des relations teintées de défiance et de respect, et dont Yells semblait particulièrement fier. Aucun point n'a concerné nos conditions de travail. Mes collègues qui espéraient profiter de cette réunion pour pouvoir parler de leurs difficultés hiérarchiques et de leur surcharge de travail n'ont pas pu s'exprimer. Yells sont sortis amers, me disant n'avoir absolument rien compris, et leur expérience s'est arrêtée là. La mienne a persisté plus longtemps car je me suis toujours syndiqué par principe dans mes différents emplois. Mais j'ai toujours été déçu. La plupart des syndicalistes que j'ai fréquentés passaient le plus clair de leur temps à préparer des réunions, échanger sur des sujets abscons, commenter leurs relations avec la direction et parler de leur rivalité avec les syndicats concurrents. J'ai très rarement assisté à une réunion consacrée à la question des conditions de travail, où chacune pouvait s'exprimer librement. Tout comme il existe en politique de la politique politicienne, qui n'intéresse que les élus et les militants, le syndicalisme est envahi par du syndicalisme politicien, très nombriliste et absolument jargonneux. Comme la classe politique, la classe syndicale se coupe très rapidement de sa base et semble déconnectée des préoccupations des salariés. Cela nourrit en retour une forte défiance des travailleuses et travailleurs envers les syndicats, qui sont perçus comme loin du quotidien, trop intéressés par leur propre carrière pour être dignes de confiance. Bref, répulsif. L'expérience du syndicalisme, en tout cas tel qu'il l'a décrit, tu crois que tu vas rejoindre un truc où tu vas parler de ton travail, et en réalité, c'est des gens qui ont leur petit monde, leur petit intérêt, leur petit truc, qui ont ce truc de bureaucratisation. Les syndicats, assez souvent, ils sont déconnectés de la vie des travailleurs et travailleuses. Ils ont un problème de jargonique, donc on utilise des sigles et tout plein de choses, d'abréviations, de trucs de langage très précis, qui va mettre à l'écart les nouveaux syndiqués. Et c'est là où il continue en parlant de l'organizing, qui est une méthode syndicaliste aux États-Unis. Le fonctionnement, il n'est pas le même, c'est-à-dire que c'est les syndicats qui vont chercher les gens, qui vont leur dire ah, et toi, c'est quoi tes conditions de travail, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe actuellement. Alors qu'en France, il y a un peu ce truc de les syndicats se reposent sur leurs acquis, entre guillemets, où oui, tout le monde sait ce que c'est qu'un syndicat, donc t'as un problème, tu vas voir ton syndicat. C'est moins accueillant pour les gens parce que ça demande à eux de faire la démarche, de savoir trouver qui est syndiqué, qui est pas syndiqué, comment se renseigner, etc. Alors qu'à l'inverse, quand il y a quelqu'un qui vient de voir et qui dit comment ça se passe ton travail, raconte-moi, c'est quoi tes problèmes dans la boîte ou quoi, ça peut ouvrir des discussions et ça peut créer des choses qu'on aura qui seront pas remontées déjà parce que les gens vont pas forcément se donner la peine de les remonter parce qu'ils se diront c'est pas grave, alors qu'en créant la discussion ça permet de rentrer dans le sujet et puis ça permet d'avoir un truc qui est différent, qui est une dynamique différente où c'est les syndicats qui vont écouter ce que les salariés ont à dire parce qu'ils vont chercher ces informations, ils vont voir les salariés en leur disant alors c'est quoi tes problèmes, c'est quoi qu'on peut améliorer, au lieu d'un truc où très souvent en fait dès qu'il y a un mouvement syndical, le salarié de base, pas syndiqué ou même syndiqué d'ailleurs, se retrouve à aller écouter le discours d'un délégué un ou une déléguée syndicale
qui va leur dire c'est quoi le discours qu'on tient face au patron, à la patronne, etc. C'est les syndicats qui parlent et les salariés qui écoutent. Ça devrait être dans l'autre sens en réalité. C'est les salariés qui devraient dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, et les syndicats qui écoutent pour dire bon voilà, c'est ça qu'on veut défendre quoi. Au lieu d'avoir un truc où les syndicats ils ont tous plus ou moins leur ligne politique, ils ont tous plus ou moins leur système d'organisation et les valeurs qu'ils veulent défendre. Après, c'est aux salariés de dire bon je veux rejoindre tel ou tel syndicat parce que ça colle plus à l'idée que je m'en fais quoi. Mais ça demande déjà une démarche de la part du salarié. Plutôt pour organiser une réunion accueillante. Et dans les grandes lignes, c'est se poser des questions, c'est genre est-ce que la réunion est utile ? Est-ce qu'on est en train de parler d'un sujet pertinent ou est-ce qu'on est juste en train de créer un espèce d'entre-soi de syndiqués ou autre d'ailleurs hein, parce que je pense que ça s'applique pas qu'au syndicalisme. La deuxième chose, c'est définir une durée et s'y tenir. L'enjeu de ça, notamment, on revient au sujet d'être accessible à tout le monde et notamment d'être accessible aux femmes parce qu'il y a un enjeu on sait que les femmes ont tendance à prendre les tâches ménagères ou alors s'occuper des enfants et ce qui fait que si tu te pointes à une réunion et que elle est censée durer 2 heures, elle en dure 4, si toi ton planning il fait que tu dois partir, tu pars au bout de 2 heures et tu rates la moitié du truc et donc ça va créer un déséquilibre, ça va créer un truc où on va favoriser les paroles masculines parce que systémiquement c'est les femmes qui vont se retrouver à partir plus tôt. Après ça s'applique aux femmes mais je pense que je suis à peu près sûr que ça va être le même problème si on se pose des questions sur le validisme par exemple. Si les gens qui ont besoin de voir un médecin régulièrement ils ont plus de contraintes parce qu'ils ont moins de temps. Il y a aussi le truc de définir des objectifs et les énoncer clairement et donc les gens ils savent pourquoi ils viennent, ils savent s'ils ont envie de venir, s'ils sont concernés par ça et puis une fois que les objectifs sont définis ça permet aussi de vraiment mettre en action. On avait telle problématique, telle question, c'est ça les actions qu'on va prendre là-dessus et au moins on sait où on va quoi. Si jamais on définit pas ça, potentiellement on va se retrouver on sort de la réunion, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop ce qu'on a fait, on sait pas trop à quoi ça a servi. Son avant-dernier point qui est de dire il faut accueillir les participants et participantes parce que ça évite aussi un entre-soi fermé et avoir des gens vraiment dédiés à dire mais vous êtes nouveau, on vous a jamais vu, qu'est-ce qui vous amène et faire que les gens se sentent vraiment pris à partie par le sujet et par ce qui se passe pour qu'ils se sentent invités à prendre part. Et puis le dernier truc qu'il dit c'est expliquer le jargon, s'assurer qu'en fait tout le monde peut comprendre et personne se sent exclu quoi, et que des gens pas formés puissent se former et que des fois le jargon il sert aussi juste à rien quoi. Et donc son troisième point c'est assumer d'être des grandes gueules. Il dit c'est dans l'ordre social bourgeois on a tendance à valoriser les bons élèves qui travaillent bien et qui l'ouvrent pas quand on n'attend pas qu'ils l'ouvrent quoi. C'est à dessein, c'est que le but c'est que les grandes gueules c'est souvent des gens qui vont remettre en cause des choses. La réalité des faits, c'est que beaucoup de gens pensent tout bas des idées de gauche et tout le monde pense se faire rouler dessus par son patron et pas être apprécié suffisamment au travail, mais c'est pas un discours qui est valorisé quoi. Donc son truc par rapport aux grandes gueules, c'est vraiment de dire ça va permettre de construire un collectif. Pour lui, il faut des leaders et les leaders c'est pas des chefs et c'est important de voir la différence quoi. Une personne qui lead, c'est quelqu'un qui va juste motiver le collectif à se mettre en action. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui décide seul. Alors potentiellement c'est prendre des initiatives, de s'impliquer en impliquant les autres, sans parler de mandat ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui a du sens à un moment, dans un contexte, et que à mi-chemin, il y aura une autre personne qui va redevenir leader à sa place parce que tout le monde peut pas être investi tout le temps de la même manière, parce que des fois on a des contraintes de vie personnelle. C'est pas un titre quoi, c'est vraiment un rôle éphémère et qui a son importance pour créer du collectif, mais aussi qu'il faut pouvoir remettre en jeu à chaque fois qu'un nouveau sujet est abordé ou que la question se pose en fait. Le quatrième c'est appuyer là où ça fait mal. Lui ce qu'il dit c'est pour instaurer un rapport de force, la question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qui fait mal à l'entreprise. L'arrêt de production, le plus classique c'est la grève, et là on va créer du rapport de force parce qu'on va partir d'un truc de vous accélérez à nos demandes, sinon on prend pas le travail. Mais il y a aussi des choses qui peuvent être du rapport de force qui sont de l'ordre de
faire une mauvaise presse. C'est-à-dire que il y a eu le truc des travailleurs d'Emmaüs là, qui s'étaient mis en grève. La grève, je suis pas sûr que ça ait fait perdre beaucoup de choses à Emmaüs. Par contre, le fait que ce soit médiatisé et qu'on mette en avant que Emmaüs, qui est censé être un truc engagé socialement, exploiter les travailleurs et travailleuses, ça a quand même mis un sacré coup dans l'aile à l'organisation, quoi. Et puis des fois, un autre exemple qu'il donne, c'est mauvaise performance. Donc ça peut aller du sabotage, faire mal ton travail, produire des choses de mauvaise qualité, etc. Ça a moins d'impact sur le patron, mais par contre je perds pas de salaire, donc je peux faire ça indéfiniment, quoi. Et donc le rapport de force est pas le même. Dernier point, lui dit créer un conformisme rebelle, refaire que ce soit cool d'être l'employé qu'on n'a rien à foutre de ce que pense son patron, d'être l'employé qui n'a pas peur de se battre, créer un terreau propice aux actions syndicales ou non syndicales d'ailleurs. Comment on crée cette culture contestataire? Et il propose plusieurs choses qui sont utiliser l'humour pour remettre en cause le patronat et l'organisation du travail, utiliser des trucs qui permettent de créer petit à petit cette ambiance de défiance face à l'entreprise et au patronat, quoi. Ou par exemple que ce soit genre vraiment de la prise de position frontale qui est de dire non, on n'est pas d'accord avec la décision que vous voulez mettre en place, quoi. Et donc il en arrive à organiser à la libération du travail une proposition. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y a plusieurs endroits où le syndicalisme, ça marche pas. Le premier endroit, c'est les petites entreprises. Si vous bossez à 2-3, c'est pas toujours évident d'avoir ce rapport, parce que le syndicalisme, ça existe quasiment pas dans ce genre de milieu et de boîte. Alors ça parle pas trop des gens qui sont en situation de précarité au travail. Quand il travaillait en tant qu'enseignant, il était pas titulaire et donc le syndicat défendait pas ses droits parce qu'en fait les syndicats, ils s'intéressent à ce que veulent les titulaires. C'est pareil pour les intérims, les apprentis, les stagiaires, et donc tous ces gens-là, ils sont dans des statuts précaires et ils sont pas défendus par les syndicats parce que c'est des gens qui sont vus comme là pour un peu casser entre guillemets les mouvements syndicaux. Peut-être qu'ils sont là pour ça, mais pas de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils sont dans des situations de merde parce qu'ils ont pas le choix souvent. Comment ça se fait que le syndicalisme ils prennent pas en compte ces travailleurs et travailleuses? Et le dernier truc qu'il dit, c'est qu'il y a un abandon de la perspective d'un changement global du travail. Le dernier mouvement global, ça a été la réforme de retraite, et force est de constater, c'est que ça n'a pas marché. Tout le monde n'a pas forcément la même analyse, mais c'est que les grèves perlées, ça a fait les plus grosses grèves qu'on ait jamais vues, mais en fait, il n'y avait pas de rapport de force. Les entreprises qui perdaient un jour de travail par-ci par-là, bon bah, s'en fout. L'État s'en fout, donc les entreprises s'en foutent, donc font pas pression sur l'État. Pas de souci, quoi. Alors qu'en revanche, les moments où ça a failli marcher, c'est quand il y a des gens qui ont fait des grèves reconductibles, notamment les raffineurs, notamment les éboueurs, et là ça a créé des forts moments de tension, quoi. Les syndicats n'ont pas forcément les bons modes d'action de manière globale, peut-être à l'échelle locale c'est bien et ça marche, mais à l'échelle globale c'est pas ouf, et en plus de ça il y a peu de volonté de s'engager globalement de la part des syndicats, quoi. Pour venir à une organisation qui est attractive, on va de nous-mêmes parler aux gens, savoir ce qu'ils veulent, savoir ce qu'ils ont besoin de défendre, c'est quoi leurs problèmes, les pousser à s'investir en fait plutôt que d'attendre qu'ils viennent voir les syndicats. Il faut trouver quelque chose qui est adapté à la diversité des niveaux d'engagement et des capacités d'engagement de chacun. Faire des choses où c'est facile d'arriver, de partir, d'aider, de dire bah moi je veux bien filer un coup de main mais je sais pas quoi faire, j'aimerais qu'on parle de ça mais je peux pas agir. Et puis il y a un autre truc qui dit, c'est que faut trouver une solution pour pas que ce soit bureaucratisable. Il faut qu'il y ait pas de chef, il faut qu'il y ait pas de poste enviable, il faut qu'il y ait une démocratie directe, il faut que les mandats soient tous temporaires et révocables. Il y a vraiment une dimension un peu anarchiste. Et puis le dernier truc, c'est il faut que ce truc là il y ait un objectif long terme. L'enjeu de dire nous, on veut ramener du pouvoir aux salariés, ramener du pouvoir aux travailleurs-travailleuses et faire qu'ils et elles aient un mot à dire dans le mode de gestion de l'entreprise. Ça donne une direction vachement plus sérieuse que dire on va améliorer les conditions de travail. On sait pas comment, on sait pas quoi, mais on va le faire, quoi. Il finit donc, c'est la conclusion du bouquin, où il donne 3 propositions, lui, pour libérer le travail. Nous sommes plusieurs décennies après la date de publication de ce livre. Durant toutes ces années, la critique de la violence au travail a atteint des niveaux très élevés, blablabla. Je trouve la forme un peu marrante. Il raconte a posteriori comment lui, il imagine que les choses peuvent se mettre en place, quoi. Son premier point, c'est reprise en main du travail par celles et ceux qui l'exercent. On crée des groupes de parole et en fait naturellement les gens vont passer de la parole à l'action. Moi j'y vois vraiment une inspiration gilet jaune, MeToo scolaire et pédocriminel. On parle de choses ensemble qui sont des problèmes qui peuvent sembler uniques à chaque personne et qui au final on se dit mais putain on a les mêmes problèmes en fait, c'est ouf ça. On prend conscience d'un truc structurel dans le travail. Et une fois qu'on a conscience de trucs structurels, naturellement on va en venir à discuter de politique.
Et quand on va en venir à discuter de politique, assez naturellement, on va en venir à un truc où peut-être on n'a pas envie de faire que parler, peut-être on a envie de faire des choses, on a envie d'avancer. Et donc il dit, à partir de ça, c'est genre reprise en main du travail par celles et ceux qui l'exercent. Dans un premier temps, ce mouvement-là, ça va pousser la taxation des riches. Mais on va se rendre compte que taxer les riches, en fait, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que, très bien, mais en fait, c'est quand même eux qui ont le pouvoir sur notre temps de travail. À partir de là, les gens, ils vont se rendre compte qu'ils sont dominés au travail vraiment, et que c'est vraiment ça l'enjeu. Il va y avoir des occupations des lieux de travail, et on va se poser des questions de socialiser les entreprises, qui mène à la question du partage du capital, même si ça existe déjà, mais les formes qui existent, c'est vraiment des formes juste pour pacifier les rapports, qui sont pas des réels partages du capital. C'est-à-dire que quand les salariés ils ont des parts d'entreprise, en général, ils ont suffisamment peu de parts pour être sûr que collectivement, ils puissent pas prendre une décision. Déjà qu'individuellement, ils puissent pas prendre de décision, mais même collectivement, ils puissent pas prendre de décision. Socialiser une entreprise, c'est remettre au collectif le pouvoir de décision, quoi. Même une fois qu'on aura repris le contrôle des entreprises, ça va pas tout résoudre non plus, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a un problème qui a pas bougé, c'est la souffrance au travail à cause des hiérarchies. Et donc ça va amener à des choses qui vont être de l'ordre de la mise en commun des décisions, de l'organisation, du planning. Et c'est là où il remet en avant cette notion de leader. Et donc l'idée, c'est on veut pas de chef, mais on veut des leaders. On veut des gens qui vont de manière temporaire et qui peut être mise en cause. De toute façon, ce qu'il dit, c'est que naturellement, en fait, les chefs vont aussi disparaître quand le travail redevient collectif et non contraint. Ils ont plus d'utilité. Un très bon exemple, c'est de se dire, vous voulez organiser une soirée avec des amis, etc. Il y a quelqu'un qui dit, moi je vais ramener, je vais ramener des bières, moi je vais ramener à manger, moi je vais m'occuper de la sono, moi je vais m'occuper de ci. Et les gens naturellement font des choses. Et il n'y a pas un chef qui va dire, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Quand on revient à l'essence même du travail, entre guillemets, les gens proposent d'eux-mêmes, participent d'eux-mêmes, et il n'y a personne qui vient être le chef de ça ou ça, quoi. Et en plus de ça, les impacts de supprimer la hiérarchie, c'est que d'une part, il va y avoir plus d'efficacité, tout le monde va bosser bien aimé, on va gagner du temps parce qu'on n'aura plus toutes ces conneries de faire du reporting, faire du cliquage. Tous les gens qui étaient des chefs et qui étaient des gens qui étaient juste là pour contrôler et contraindre ce que faisaient les autres, soit ils vont trouver une vraie utilité, soit ils vont trouver un vrai travail, une vraie manière de contribuer, soit ils seront juste ailleurs pour une autre raison. Ça va créer de nouveaux imaginaires à gauche où la soumission au travail sera plus une évidence, entre guillemets, quoi. Qu'on le veuille ou non, malgré tout, quand on parle de travail avec des gens, très vite on se retrouve face à des gens qui veulent un ou une chef, qui veulent cadrer des choses. Quand vous créez une entreprise, vous dites pas toujours je veux que ce soit une scope et que tout le monde ait le même pouvoir de décision surtout, quoi. Et puis son dernier truc, c'est il parle de l'égalité salariale intégrale. Pour lui, on doit finir par arriver à un truc où tout le monde est payé exactement de la même manière, à quelques exceptions près, c'est-à-dire faire des compléments de salaire pour les gens qui ont un travail de nuit. En fait, son argument, c'est de dire que une fois que les gens travaillent de bonne volonté là où ils ont envie de travailler, dans l'imaginaire commun, il y a peu de gens qui se disent moi je voudrais être éboueur, je voudrais ramasser les déchets. Mais parce que aussi, être éboueur et ramasser les déchets, c'est des mauvaises conditions de travail, un mauvais salaire. Mais une fois que tout le monde est payé de la même manière et que les éboueurs et éboueuses, on voit au chapitre sur leurs conditions de travail, peut-être que ça va devenir un métier qui sera enviable, qui sera respecté, qui aura une position sociale. C'est super, vous contribuez positivement à la société, au-delà de oh là là, vous avez pas fait d'études, la méritocratie, blablabla, etc., quoi. On va arriver à un truc où les métiers vont tous un peu retrouver leur attraction parce que les gens vont y trouver ce qu'ils aiment faire et vont y trouver une autonomie de choisir comment ils le font et à quoi ils contribuent, etc., quoi. Et à partir de là, ça devient de moins en moins sensé de moins payer certains métiers et plus certains autres, quoi. Il finit en disant la joie au travail est possible. Dans Comme un lundi, un film réalisé par le japonais Ryo Takebayashi, les salariés d'une agence de pub de seconde zone dont la principale mission est de faire la com d'une marque de soupe mise en comprimé effervescent se trouvant coincés dans une boucle temporelle. Chaque lundi matin, ils se réveillent dans la même semaine et se retrouvent condamnés à effectuer les mêmes tâches. Certains se rendent compte que ce maléfice surnaturel ne change finalement pas ce qu'elles éprouvaient déjà. Pour se libérer de ce mauvais sort, et elles tentent différentes méthodes, dont une qui donne au film ses plus belles scènes. Et elles tentent de réaliser en un temps record un magnifique manga.
Et elles se consacrent tous et toutes à cette tâche, et les rangs sont abolis le temps de la réalisation de cette tâche, enfin épanouissante et utile à la vie. J'ai ressenti la même chose durant toutes ces années passées à réaliser clandestinement un journal, quand mes emplois successifs me confrontaient à des tâches vaines, des réunions en rallonge, utiles à rien d'autre qu'à satisfaire la soif de reconnaissance de chefs dépassés. Les moments consacrés à frustration étaient paradoxalement très satisfaisants. Ils m'ont fait comprendre que le collectif de travail était une expérience existentielle riche. Écouter les avis des autres, leur donner le vôtre, trouver ensemble une solution à des problèmes, être bluffé du talent des uns et des unes, reconnu pour ses propres prouesses. Ces dernières années, nous avons franchi le cap de la fin progressive du bénévolat grâce à un soutien actif de nos abonnés qui nous financent via des dons. Et nous avons commencé à nous payer avec ce magazine dont l'audience a considérablement augmenté depuis son époque clandestine. Le travail à quasi temps plein dans Frustration m'a appris une chose que je n'étais pas sûr de connaître auparavant. Toute violence peut être bannie du travail, ainsi que tout rapport de domination. Si le collectif est constitué de gens qui se font confiance, qui se reconnaissent comme estimables et tentent de s'entraider, nulle contrainte n'est nécessaire. Si la coordination est nécessaire, car la liberté n'implique pas le chaos, nul besoin d'entretien annuel d'évaluation, de mise au point sèche et même de contrôle horaire. Si des moments de stress ou de tension peuvent survenir en raison de difficultés financières ou d'un article qui a mécontenté un groupe d'estimés lecteuristes, la nervosité n'est plus un état permanent de ma vie professionnelle. De nombreuses questions se posent encore à notre petit collectif. Nous n'avons peut-être pas encore trouvé la façon la plus optimale et satisfaisante de travailler, mais nous avons le droit de nous poser ces questions, car tout reste ouvert. L'expérience dont je vous parlais, c'est donc celle de la joie au travail. Je crois que nous étions nombreux et nombreuses à avoir abandonné cette perspective, tant sa dureté nous a ébranlés. Et avec cet abandon, c'était aussi celui de toute volonté d'agir ensemble, tant le collectif semblait synonyme de conflit, de violence et de jugement. Je crois que cette fameuse défiance dont nous constatons chaque jour l'ampleur est nourrie par cette démonstration quotidienne, au travail, que l'enfer c'est les autres, pour reprendre une formule bien connue de Jean-Paul Sartre, est utilisée à tort et à travers. J'ai la conviction qu'en libérant le travail de toutes les contraintes inutiles décrites dans ce livre, nous pourrons tous et toutes renouer avec le sentiment de joie collective. Il pourrait se résumer comme suit. Nous sommes lundi matin, je retrouve mes collègues, nous nous consacrons chacun et chacune à des tâches qui, collectivement, produiront un résultat. Ce résultat sera utile aux autres et cela nous plaît. Nous construisons le monde et cette construction nous comble. Le fruit de notre travail revient à nous-mêmes et son produit est utile aux autres. Ce que je décris là n'est pas le bonheur, car ces mystères sont insondables, mais une condition indispensable à sa venue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du livre, de ma présentation, ou même si vous avez lu le livre, vous avez une opinion différente. Des choses qui n'ont pas été abordées, qui sont manquantes, n'hésitez pas à en discuter en commentaire. Je serais ravi d'avoir vos retours. En parallèle, je vous invite bien évidemment à acheter le livre et à le lire, puisque encore une fois, ce que je vous raconte, c'est raconté sous mon prisme de lecture à moi. Peut-être que vous en tirerez pas forcément les mêmes choses et les mêmes expériences de lire ce bouquin. Par ailleurs, c'est un livre qui est plutôt facile et agréable à lire, donc je vous invite vraiment à acheter ce livre et le lire pour vous-même si ça vous a intéressé.